La Nouvelle-Calédonie est connue dans le monde entier pour son lagon et ses récifs coralliens. De fait, les Calédoniens sont devenus de fervents amateurs de fruits de mer, en particulier des crevettes, puisqu'ils en sont les plus gros consommateurs au monde. Que ce soit au grill ou à la tahitienne, les recettes sont nombreuses et les Calédoniens sont toujours à la recherche des crevettes les meilleures. Pour satisfaire la demande, les producteurs locaux doivent proposer une crevette de qualité. C'est le même bassin de toute façon. La crevetticulture en lagune à partir de jeunes nés en mer date de plusieurs siècles en Asie. Mais l'obtention de pontes de femelles en captivité est relativement récente, un demi-siècle. L'originalité de la filière calédonienne était de pouvoir assurer l'intégralité du cycle de production de cette crevette, depuis l'élevage larvaire jusqu'aux dernières étapes du grossissement et la transformation. Bon nombre d'autres pays prélèvent dans l'environnement les petites crevettes, les post-larves ou des juvéniles qui sont ensuite grossis. Mais il y a donc un prélèvement dans l'environnement, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, l'intégralité des étapes de production de cet animal sont maîtrisées. Mardi, on a fait notre pêche géniteur, on a vidé notre bassin complètement. On a sexé les mâles et les femelles. Les mâles, on les a rentrés dans une zone extérieure de l'écloserie et les femelles sont entrées dans la zone femelle. Aujourd'hui, on est vendredi, on effectue les épédonculations de toutes les femelles. Cette épédonculation s'effectue sur la ligature d'un œil, d'un pédoncule, et ça agit sur un système hormonal qui, naturellement, la femelle se met à pondre plus vite et beaucoup plus. Donc il y a eu des records qui ont été de 7 pontes entre intermus, quoi. On a 1000 femelles et on aura à peu près 10% des femelles qui vont être matures tous les jours pendant une dizaine de jours. Là, on prélèvera des mâles pour faire les fécondations. Et à partir de lundi, on aura les premiers noplis, c'est-à-dire le premier stade de la crevette à la sortie de l'œuf. Les premiers travaux ont débuté au début des années 1970 et il a fallu à peu près une bonne douzaine d'années pour mettre au point l'ensemble des techniques d'élevage. Les premières fermes se sont donc installées entre 83 et 85 et ont commencé à élever une espèce qui a été sélectionnée, qui est originaire d'Amérique du Sud et qui s'appelle la crevette bleue ou Stylirostris et qui est toujours actuellement l'espèce exploitée ici par la filière calédonienne. Si le choix de l'espèce est primordial en pisciculture, le site d'élevage l'est tout autant. La côte ouest de la Nouvelle-Calédonie s'est très vite révélée être particulièrement favorable à la crevetticulture. On a la chance ici en Calédonie d'avoir des sites phénoménaux en termes de qualité, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'activité industrielle. Les fermes sont dans des coins assez paumés, on peut le dire. Donc de ce point de vue-là, on a une eau d'une formidable qualité. Donc ça, c'est un énorme avantage par rapport à d'autres qui essayent de fabriquer de l'eau propre à partir d'une eau qui ne l'est pas forcément. On est en phase finale de post-larve et à partir de là, on pêche ces moulinettes pour pouvoir ensemencer des bassins de crevettes. Pour avoir la correspondance d'un bassin, il me faut 1 600 000 petites crevettes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On vide la moulinette progressivement et on concentre à peu près 100 000 petites crevettes dans la poubelle. Et là, il y a des prélèvements qui sont effectués dessus la poubelle. Là, après, on les compte une à une. Une fois que ces comptages sont effectués, on fait une règle 3 pour pouvoir estimer le nombre à 5% près. Une fois que ces prélèvements sont effectués, on passe les post-larves dans les cuves de transport dans lesquelles on a un bullage, une oxygénation et de la nourriture pour pouvoir transporter. Et là, on surveille avec un oxymètre l'oxygénation de l'ensemble. Et après, les opérations, elles s'effectuent sur le bassin.
Les larves de crevettes sont extrêmement sensibles à la moindre pollution. Donc nous-mêmes, si on ne fait pas attention à la façon dont on gère notre eau, si on pollue le site, nous-mêmes, on ne pourra plus faire notre production. Donc ça, c'est indispensable de faire attention à ce que l'on fait. Mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait les écloseries, notamment de crevettes, qui fonctionnent, est un très bon bio-indicateur que le milieu n'est pas pollué. Donc tout ce qui doit être fait comme élevage, comme activité, doit être fait dans le respect du site. La filière crevetticole de Nouvelle-Calédonie a dès le départ voulu être respectueuse de l'environnement dans lequel elle se développait, en particulier à proximité de la mangrove, des mangroves de la côte ouest et des côtes nord de la Nouvelle-Calédonie. Donc derrière nous, on aperçoit la mangrove et des sols nus à proximité qui sont qu'on appelle des tannes et qui sont les sols favorables à l'implantation des bassins d'aquaculture. Les sites se sont implantés de manière à ce que justement cet écosystème fragile ne soit absolument pas perturbé. Bien au contraire, puisque des travaux que nous menons montrent que l'élevage de crevettes est favorable au maintien et voire au développement de la mangrove à proximité des fermes. L'impact de la crevetticulture sur l'environnement est étroitement surveillé par différents organismes scientifiques indépendants. On a mesuré une parcelle de 10 mètres sur 10 mètres et on l'entoure d'un ruban de chantier pour pouvoir la repérer facilement avec bien sûr des points GPS. Et aux 4 coins de la parcelle, on fixe une petite étiquette. On délimite des parcelles pour pouvoir revenir par la suite et puis dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, voir comment ces parcelles auront évolué. Voir si les arbres se sont développés, si au contraire c'est une autre espèce qui s'est développée plutôt qu'une autre, ou bien est-ce que la mangrove aura été complètement remplacée. 22,6. Le fait de prendre les arbres un à un et de mesurer leur diamètre et leur hauteur permet d'avoir une superficie des troncs sur la superficie totale de la parcelle. Ce qui nous donne une idée, d'une part de la densité, mais surtout de la biomasse végétale sur la parcelle. L'objectif, c'est de réaliser un suivi dynamique de la mangrove. Pour réaliser ce suivi, il faut à la fois étudier la végétation, le sol et l'eau, parce que c'est 3 compartiments qui ont des relations très fortes. La ferme rejette directement toutes les eaux des bassins, avec tout ce qu'elles contiennent, c'est-à-dire tous les effluents, tout ce qui n'est pas mangé par les crevettes et tout ce qui est rejeté par les crevettes, est déversé directement dans la mangrove. Et ces matières organiques vont entraîner le développement d'une part des palétuviers, mais au-delà des palétuviers, ça peut entraîner le développement d'algues, donc qui se nourriraient de tous ces rejets, de tout ce qui est produit par la ferme et qui viendrait parasiter le milieu. La mangrove a un rôle de filtre, mais sa capacité de filtre est limitée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces études pour savoir comment la mangrove peut accumuler ces différents effluents, comment elle réagit vis-à-vis de ces effluents, et jusqu'à quel point on peut en rejeter dans la mangrove. En termes d'élevage, ici, par rapport à d'autres pays, les élevages sont relativement peu intensifiés. Donc la nourriture qui est donnée aux crevettes n'est pas en quantité aussi importante que dans certains autres endroits où la crevetticulture nécessite beaucoup d'apports en nourriture, en oxygène, etc. Donc les effets sur le milieu sont relativement limités, a priori, en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes obligés de plonger à chaque fois pour s'assurer que nos crevettes se portent bien et qu'ils mangent bien l'aliment distribué dans chaque bassin. L'aliment qui a été distribué ce matin, tous les crevettes, elles viennent dessus, c'est-à-dire qu'elles ont bien mangé. Il n'y avait pas de reste des aliments d'hier, donc c'est une bonne nouvelle. Les fermes aquacoles se fondent dans le paysage. Il est hors de question, comme ça peut se faire en Asie par exemple, de détruire des surfaces de mangroves.
Ce sont les premières choses qu'on dit quand on reçoit des promoteurs, c'est l'aspect environnemental. Il faut savoir que la crevette de Calédonie est vendue avec un label crevette respectueuse de l'environnement, et c'est quelque chose, une image à laquelle on s'attache, et notamment dans l'aménagement des fermes. La filière crevetticole calédonienne a opté pour un cahier des charges environnementales qui limite la densité de l'élevage. L'usage des fertilisants chimiques est fortement réglementé et les antibiotiques sont prohibés. Ça se différencie pas mal quand même d'autres pays où les fermes sont à perte de vue. C'est de la monoculture sur des centaines, voire des milliers d'hectares. C'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas un impact sur le milieu qui fait que donc, ça les oblige à traiter leur eau, etc. Donc nous, au contraire, ce sont des fermes de taille très modeste. La plus grande, c'est 133 hectares. Par rapport à d'autres pays, c'est une toute petite ferme. Et beaucoup de fermes ici en Calédonie sont de quelques dizaines d'hectares seulement, de dimension artisanale, familiale. Et je dirais, heureusement pour la Calédonie, il n'y a pas vraiment de très grands sites qui permettraient à des grands investisseurs aux dents longues de dire tiens, je vais faire 1000 ou 2000 hectares ici. De toute façon, ce n'est pas possible. Et ça tombe bien, ce n'est pas non plus adapté à l'esprit local et aux populations locales où il y a une volonté affirmée d'un développement, disons, à dimension humaine. Je voulais qu'on puisse se voir aussi dans un cadre différent de celui de la ferme. Notre activité elle ne peut fonctionner de façon durable que parce qu'on entretient des bonnes relations avec les populations locales et avec les coutumes locales, notamment en ce qui concerne les tribus et les clans mélanésiens. On a préféré discuter avec eux de façon constructive pour les impliquer directement dans les actes économiques. Donc on a passé des contrats de travail avec différents leaders de ces organisations coutumières. Notamment, par exemple, ils nous fournissent le personnel pour effectuer les pêches. Ils font des prestations de services. Ça leur permet d'avoir un revenu pas négligeable sur l'année. C'est une activité saisonnière qui colle assez bien pour certains rythmes de vie d'une partie des populations. Dans le cadre de la protection de la mangrove, qui est pour eux quelque chose de très important, on participe à cette protection, parce qu'en fait, la présence de la ferme entre la route et la mangrove fait que l'accès à travers la ferme n'est pas un accès public, ce qui leur permet de garder un petit peu un droit de regard et un peu sous forme d'une réserve coutumière pour venir pêcher quand ils ont besoin leurs poissons et leurs crabes. Donc on essaie d'avoir des équilibres qui sont toujours dans la durée. Et c'est, à mon avis, la seule façon de pouvoir fonctionner à long terme. Parce qu'on a besoin des hommes pour faire travailler dans une ferme de crevettes. Ce n'est pas une industrie automatique. L'impact socio-économique de cette activité agricole, la seconde de l'île après l'élevage, est non négligeable, car la production de 2004-2005 frôle les 2500 tonnes. Du nord au sud du Caillou, avec ses 19 fermes, c'est près de 1000 personnes qui travaillent directement dans cette filière. Et les emplois induits, transport, conditionnement, fret et autres, sont près de 4000. Cette aquaculture, puisqu'elle n'est pas une aquaculture presse-bouton où la technologie va remplacer l'homme, c'est ce que je dis souvent à nos employés, rassurez-vous, vous ne serez jamais remplacé par des machines sur une ferme de crevettes en Calédonie. Même si dans certains cas, bien sûr, on peut mécaniser, on peut automatiser certaines choses, le facteur humain est absolument déterminant. Il y a une présence humaine sur nos fermes de crevettes 7 jours sur 7, que ce soit le dimanche, que ce soit à 2 h du matin, que ce soit le 1er janvier, le jour de Noël, il y a toujours une présence humaine sur nos fermes de crevettes. C'est la garantie pour qu'il n'y ait pas de problème majeur au plus mauvais moment. L'aquaculture néo-calédonienne souffre de prix de revient trop élevés, comparativement à la production de ses concurrents qui se mesurent en centaines de milliers de tonnes avec des coûts salariaux 10 à 20 fois inférieurs. On est dans un modèle français avec 39 heures par semaine, des charges sociales importantes et c'est tant mieux pour le personnel qui en bénéficie. Il n'empêche que par rapport aux autres pays tropicaux qui produisent de la crevette, on a un handicap énorme.
Donc la seule solution, et ça a très vite été compris ici, c'est de viser un marché de niche, de crevettes d'excellence, de crevettes de vraiment très haute qualité. Et il a été réussi par les opérateurs commerciaux de faire reconnaître par les connaisseurs les plus réputés au monde, que sont les Japonais en matière de fruits de mer, faire reconnaître que notre crevette, la crevette calédonienne, était une crevette d'excellence pour eux. Notre problème dans notre entreprise est de valoriser ce produit sur les marchés qui sont extérieurs à la Calédonie, puisque la production globale est de l'ordre en Calédonie de 2300 tonnes. C'est une île qui a une population qui ne peut pas consommer 2300 tonnes. Et donc il faut trouver des marchés qui sont à l'extérieur. Ces marchés sont essentiellement le Japon, la métropole et l'Australie. Nous avons choisi ces marchés parce que ce sont ceux qui nous permettent de donner la valeur ajoutée la plus forte. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement exigeants en termes de qualité et nous nous sommes efforcés ici de répondre à ces critères de qualité. Alors, vous avez là par exemple un échantillon d'une boîte qui a vocation à partir sur le marché japonais. C'est des produits qui ont vocation à être consommés crus en sashimi ou en sushi et vous imaginez que ça nécessite un certain nombre de recommandations et de modes de production en amont pour que la qualité soit conforme à l'espérance du client et surtout à son attente. Et bien, tous les 1 heure, il faudrait prendre la température des bains parce qu'il faudrait que les bains et la crevette soient toujours en dessous de 5 degrés. C'est la chaîne de froid qui démarre là. Dans une filière où la fraîcheur du produit est primordiale, les contrôles qualité doivent être effectués à chaque étape de la production. On travaille ici, dans notre entreprise, une espèce qui est donc complètement exceptionnelle parce qu'elle est peu produite dans le monde. Donc on s'attache à mettre en valeur ses qualités. On le fait avec des techniques qui sont assez révolutionnaires, en tout cas de haute technologie. Et on observe une espèce d'antagonisme entre le fait de se trouver au bout du milieu de nulle part et en même temps d'être amené à manager une entreprise qui est très sophistiquée. Et ceci avec un personnel qui est complètement local et qu'il a fallu former de A jusqu'à Z. L'usine maintenant est vraiment une usine du 21e siècle, un gros investissement et des charges de structure importantes. Il faut bien sûr la faire tourner pour que le coût de production par kilo soit encore raisonnable. Pour ce faire, donc, il y a 2 options. Soit on intensifie les fermes existantes, et ça on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas la voie en Calédonie. Ça a été la voie des Brésiliens, et ils sont en train de payer, je pense, très cher. Donc l'autre option, c'est bon, les quelques endroits où il y a des fermes existantes et où il y a encore des sites pour agrandir 1, 2, 3 bassins, c'est souhaitable. Et il y a encore d'autres sites, toujours dans le respect de la mangrove et du milieu, pour construire quelques centaines d'hectares en plus. Donc la Calédonie n'a pas l'ambition de devenir un producteur comme la Thaïlande ou comme l'Équateur, mais devrait pouvoir produire 3, 4, un objectif de 5000 tonnes à terme de 5 ou 10 ans est encore raisonnable. Donc c'est toujours le problème entre le nombre d'écloseries, le nombre de fermes et le nombre d'ateliers de conditionnement. Alors dès qu'on fait monter par exemple les ateliers de conditionnement, il faut un certain temps pour que derrière les fermes suivent, ou quand il y a trop de fermes qui se montent, il faut aussi créer des écloseries. Donc il y a l'adéquation entre ces 3 paramètres qui est relativement importante. Il s'est fait que récemment on a fait effectivement un 3e atelier de conditionnement et que dans le même temps il y a eu un espèce de coup de frein sur la filière aquacole et donc les pouvoirs publics ont préféré mettre un bémol aux investissements. Ce problème est en train de se résoudre et donc de nouveau on réinvestira et on créera des écloseries des fermes pour alimenter ces fameux ateliers de conditionnement parce que c'est sûr qu'un atelier qui ne traite pas de crevettes ça a fini par coûter très cher. Il n'est pas toujours facile d'atteindre un rendement économiquement viable en pratiquant un élevage le plus naturel possible. En s'interdisant le recours aux antibiotiques, la crevetticulture calédonienne est d'autant plus vulnérable à certaines maladies qui surviennent lors de brusques changements climatiques. Il s'ensuit inévitablement une baisse de la production qui perturbe toute la filière. Les pathologies qui intéressent la crevette de Nouvelle-Calédonie provoquent des baisses de rendement, mais il n'y a aucun impact sur la qualité du produit lui-même, qui reste un produit de très haute gamme. Notre travail consiste à bien comprendre
pourquoi la crevette se trouve dans des conditions défavorables pour essayer de lutter contre ces baisses de rendement par des pratiques adaptées en ce qui concerne les élevages, en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne le renouvellement de l'eau, en ce qui concerne la gestion des bassins, de manière à ce que l'on puisse donner des guides aux producteurs et notamment qu'on puisse établir un guide des bonnes pratiques qui permettent d'éviter et de lutter au mieux contre ce type de phénomène. Malgré toute la bonne volonté du personnel, ce type d'élevage est soumis à de nombreux aléas. Sans parler des cyclones qui menacent régulièrement la région, une simple baisse de la température de l'eau peut par exemple ralentir la croissance des crevettes. Dans ces conditions, on peut aisément comprendre que les aquaculteurs ont parfois du mal à atteindre leurs objectifs. Hier soir, en fait, on a été assez déçus de la pêche dans le sens où sur les 4 tonnes de crevettes qu'on devait pêcher, on a eu pas mal de difficultés. Mais donc, c'est une année assez difficile parce qu'on n'arrive pas à pêcher correctement. Là, l'exemple était flagrant. On avait 2 bassins. On est sur des vidanges finales, de grands bassins. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que où on est estimé à 5 tonnes de crevettes, finalement, on n'en récolte que 500 kg à 1 tonne. Et avec une mauvaise surprise au bout parce qu'on pensait avoir davantage, quoi. En 2006, certaines fermes ont vu leur production de crevettes baisser considérablement, ce qui est dramatique pour les petites exploitations n'ayant pas d'autres sources de revenus. D'où la nécessité pour certains producteurs de trouver de nouveaux débouchés. Ouais, donc l'idée en fait c'est aussi de trouver des espèces qui peuvent soulager en fait la filière crevette qui n'est pas forcément sûre d'être en bonne santé tout le temps. Donc on a besoin, comme tout élevage, de diversifier les productions et on se positionne sur l'élevage de l'hippocampe comme sur d'autres élevages pour essayer de trouver un complément de revenus, on va dire, pour la ferme parce que pour l'instant on n'est pas au niveau du chiffre d'affaires que peut faire une ferme de production de crevettes, quoi. Mais en revanche, il vaut mieux le faire maintenant, qu'on a le temps et qu'on a les moyens, plutôt que d'attendre d'avoir un souci un jour sur la crevette et puis d'être amené à réagir en urgence, qui sera difficile. La preuve, c'est que ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus et on n'est pas encore au point, quoi. On a démarré donc en 2001 les premiers essais suite à la découverte d'hippocampes sauvages dans le canal, en fait, quand on vidait les bassins et en fin de saison pour les assecs. Donc on a eu l'idée d'essayer de les reproduire, sachant que le marché aquariophile était demandeur au moins en Europe. Donc on s'est dit on va démarrer un élevage et on a lancé donc toute la procédure de démarrage d'un élevage classique, c'est-à-dire mettre des bacs en service avec des géniteurs. De suite, on a eu donc des alevins rapidement, sans trop de soucis. En revanche, on a eu beaucoup de soucis sur l'élevage des juvéniles. Et donc depuis, on cherche à solutionner le problème et c'est là que ça coince, quoi, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les tout petits alevins avaient des soucis de nutrition et on est encore en train de chercher d'ailleurs à trouver une alimentation planctonique de petite taille qui pourrait leur convenir, sachant que pour l'instant, on la prélève dans la nature et que c'est pas suffisant pour assurer un élevage d'animaux nombreux, en fait. Depuis, on a fait quelques élevages qui se passent mieux. Les 30 animaux qu'on voit juste derrière, en fait, sont déjà réservés en partie pour l'aquarium de Nouméa, qu'on va livrer la semaine prochaine. Et puis l'autre partie pour les commerçants de Nouméa aussi, qui attendent impatiemment d'avoir des animaux à vendre depuis un certain temps pour le commerce local. Antoine de Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Déjà, certains aquaculteurs calédoniens s'approchent d'une retraite bien méritée et sont fiers et heureux de voir leurs enfants prendre la relève en devenant aquaculteurs à leur tour. Les jeunes générations calédoniennes sont désormais dotées d'outils de développement économique durable, s'inscrivant dans le respect des coutumes et des écosystèmes littoraux de la Grande Terre.